Bonjour, si tu travailles dans l'humanitaire et que tu as été licencié récemment ou que tu risques d'être licencié bientôt, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui pour t'aider à mieux comprendre comment rebondir face à ce licenciement. Je suis sûre que quand tu t'es engagé dans l'humanitaire, tu savais pertinemment que tu allais faire face à beaucoup d'incertitudes, mais probablement qu'à aucun moment tu t'es imaginé qu'un jour tu serais licencié de ton organisation humanitaire. Et aujourd'hui tu te sens un peu démuni face à cette situation, ça réveille peut-être en toi des doutes, des peurs, des regrets, des questionnements, voire de la colère. Et c'est normal parce que ce licenciement, il t'impacte à plusieurs niveaux. Première chose, que tu sois humanitaire ou pas, quand tu perds ton emploi, tu perds une grande part de ton identité. Pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, l'identité est étroitement liée à ta vie professionnelle. Donc c'est déjà une difficulté en soi, et en tant qu'humanitaire, c'est encore plus complexe. Pourquoi? Parce que tu es encore plus attaché à cette identité professionnelle. En fait, quand tu as commencé à travailler dans l'humanitaire, c'était bien plus qu'un travail pour toi, et probablement que c'était un engagement dans lequel tu as mis toute ta passion et ta motivation. C'était un choix de vie, un engagement, et peut-être même pour certains d'entre vous, ça arrive souvent qu'on me le dit, tu as réalisé un rêve en fait en intégrant ton organisation humanitaire. Donc avec cet engagement, tu as accepté d'adopter un mode de vie qui était tout à fait particulier, dans des contextes sécuritaires souvent difficiles, où tu as eu peu de loisirs et surtout où ta vie sociale et personnelle se sont fortement imbriquées avec ta vie professionnelle. Donc en chemin, tu as aussi accepté de faire beaucoup de sacrifices, pas mal de sacrifices par rapport à cet engagement. En plus, si tu es actuellement sur le terrain, tu dois non seulement quitter ton poste, mais aussi le pays dans lequel tu te trouves actuellement, ton logement, tes amis, tes collègues, ta vie sur place. Donc ton licenciement, il perturbe aussi tous les autres domaines de ta vie. Tu dois non seulement trouver un nouveau travail, mais tu dois aussi trouver un nouveau lieu de vie, un nouveau logement, une nouvelle vie sociale, de nouveaux loisirs, de nouvelles habitudes. Il y a tout qui a été impacté. Si tu es en mission en famille, ça se corse encore un petit peu plus. Si tu es en mission sur le terrain en famille, et que c'est toi qui es le porteur du projet professionnel en expatriation, ton licenciement n'impacte pas seulement ta vie à toi, mais aussi celle de ton conjoint et celle de tes enfants qui eux aussi doivent tout à coup quitter leur maison, leur pays d'accueil, leur école, leurs amis, et peut-être pour ton conjoint le travail qu'il aura trouvé sur place. Et tant que toi t'as pas retrouvé un travail, se posent alors des questions cruciales, fondamentales, qui sont mais quelle continuité scolaire pour mes enfants? Est-ce que je vais devoir les changer de système scolaire? Comment est-ce que je vais payer l'école? Où est-ce que je vais aller? Comment est-ce qu'on fait? Pour ton conjoint, pareil, il doit quitter le travail sur place, se réorienter professionnellement. Et pour toute la famille, à la question du futur lieu d'habitation, qui peut-être que tu as un lieu, un pied-à-terre, peut-être que tu n'en as pas, donc ça reste. Mais est-ce que tu retournes dans ton pied-à-terre? Est-ce que tu vas ailleurs? Enfin bref, tant que tu n'as pas trouvé de travail, énormément de questions se posent par rapport à la suite pour toi et pour ta famille. Donc tout ça, ce sont des éléments qui t'impactent particulièrement en tant qu'humanitaire, et sûrement qu'en conséquence, tu ressens une grosse pression pour retrouver un travail immédiatement. Tu sais que tu as plusieurs options. Tu peux soit continuer dans le secteur humanitaire, mais dans une autre organisation. Tu peux aussi décider de quitter le secteur humanitaire pour un poste dans un autre secteur, dans un autre domaine. Tu peux devenir consultante, tu peux devenir freelance, ou tu peux aussi décider de te reconvertir complètement et de changer d'orientation professionnelle, ou peut-être de créer ton entreprise. Tout ça s'offre à toi, mais tu ne sais probablement pas trop quelle est la direction que tu souhaites choisir pour l'instant. Ou si tu sais, tu ne sais peut-être pas trop comment t'y prendre. Et pourtant, malgré tout, tu te mets énormément de pression pour retrouver un emploi. Faut dire que ton entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, je suis sûre qu'il s'inquiète pour toi. Et il est là pour te prodiguer tout un tas de conseils sur ce que tu devrais faire là immédiatement. Réécrire ton CV, postuler, activer ton réseau. Peut-être que certains te disent, je sais pas pour toi, mais moi je l'entends, on l'a entendu une fois ou l'autre dans sa vie d'humanitaire, on te dit mais arrête de travailler dans l'humanitaire, trouve-toi un emploi normal, une vie normale, reviens à une vie normale. Voilà, c'est des conseils que tu entends peut-être en ce moment, de faire ci, de faire ça, de faire vite, d'agir, d'aller vite. Alors que toi, peut-être au fond de toi, tu ressens
le besoin, l'envie, tu te dis que c'est peut-être aussi l'opportunité rêvée pour faire le point, pour réévaluer tes choix et réécrire un nouveau chapitre professionnel. Je sais pas où t'en es exactement. Est-ce que je décris là, ça fait sens à tes yeux? Est-ce que ça te parle? En tous les cas, moi, ce que je te propose là maintenant, c'est quelques pistes de réflexion sur comment cheminer après ce licenciement sans précipitation. C'est mon leitmotiv, un pas après l'autre, parce que c'est ce qui va te permettre de prendre du recul et c'est ce recul qui va te permettre de prendre l'élan nécessaire pour bien rebondir suite à ce licenciement. Donc, je te propose 10 étapes, 10 pas que tu peux mettre en place et c'est vraiment un cheminement, un pas après l'autre. Donc, le premier pas, c'est de t'armer de patience pour déjà commencer par intérioriser ce changement. T'arrêter, prendre du recul avant d'amorcer quoi que ce soit. Ton licenciement, c'est un changement extérieur qui provoque une transition intérieure. Ce changement extérieur, il est très très rapide. Tu as été licencié. Alors qu'intérieurement, tu vas avoir besoin d'un peu de temps pour intérioriser tout ça. C'est un processus qui est nécessaire parce que c'est ce qui va te permettre d'accepter ce changement. C'est donc primordial que tu lui accordes du temps et de l'attention. Sache que pour intérioriser ce changement, tu vas passer par 3 phases qui sont incontournables. La première, c'est déjà de clore ce chapitre. Celui du poste dans lequel tu étais jusque-là, de la vie que tu avais jusque-là. Il faut que tu réussisses à mettre fin à ça, à clore ce chapitre, à faire le deuil de tout ça finalement. La deuxième étape, c'est qu'une fois que tu auras fait le deuil, que tu auras clos ce chapitre, tu vas te retrouver dans une phase terriblement inconfortable, remplie d'incertitudes, à te dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais c'est aussi une phase extrêmement intéressante parce qu'elle est pleine d'opportunités. Et une fois que tu auras clarifié au cours de cette phase quelle est la suite, à partir de là, tu rentres dans la 3e phase qui est celle d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc les étapes, les petits pas que je te propose vont t'aider à intérioriser naturellement cette transition. Donc le 2e pas, c'est de recharger tes batteries. Parce que amorcer une transition nécessite une bonne dose d'énergie et de motivation, sans quoi tu n'auras pas des idées claires, tu auras de la peine à prendre des décisions qui soient avisées, posées et réfléchies. Je parie qu'actuellement, avec ce licenciement, ça occupe toutes tes pensées, ça brasse beaucoup d'émotions, ça brasse beaucoup d'émotionnel et de mental aussi, et surtout ça dévore toute ton énergie, tu te sens à plat, peut-être que tu as de la peine à dormir, et en tous les cas, tu as une charge mentale qui t'assomme. Donc c'est essentiel, même si ça te semble contre-productif de ralentir à ce point-là, c'est essentiel de commencer par prendre le temps de recharger tes batteries. Comment? En prenant soin de toi, en prenant soin de tes fuites énergétiques, en nourrissant ton énergie. C'est toi seul sais comment tu peux le faire. Une chose que je dis souvent, n'oublie pas, peut-être que tu as besoin de prendre tout simplement des vacances. Peut-être que c'est par là que tu peux commencer. À toi de voir. Le 3e pas, c'est ensuite de te reconnecter à l'aventurière qui sommeille en toi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je te l'explique. Quand tu as pris ta décision de travailler, de t'engager dans l'humanitaire, tu n'as pas choisi la facilité. En intégrant ce secteur, tu savais que les incertitudes sur ton avenir professionnel faisaient partie du lot. Tu as accepté des missions sans jamais trop savoir pour combien de temps, sans jamais trop savoir quelle serait la suite. Tu as intégré des postes, des responsabilités, des contextes, des cultures qui t'étaient complètement inconnues au départ, remplies d'incertitudes finalement, et tu as donc démontré tout au long de ton parcours professionnel en tant qu'humanitaire que tu sais t'adapter et rebondir face au changement. C'est à ça que tu dois te reconnecter, à cette aventurière qui peut-être sommeille un petit peu en toi pour l'instant. Tu t'y reconnectes en prenant conscience qu'en tant qu'humanitaire, tu as les ressources en toi, tu es une championne d'adaptation, tu as su le faire et tu sauras le faire aussi pour cette transition-là. La 4e étape, c'est de te défaire de tes croyances inutiles. Alors je parie que tu as certaines croyances qui sont bien ancrées en toi et qui malheureusement ne te rendent pas service du tout. J'entends souvent des humanitaires qui me disent « c'est difficile de valoriser mon parcours d'humanitaire hors de ce secteur-là ». D'autres qui me disent « j'ai pas le bon profil, je suis beaucoup trop généraliste, je suis beaucoup trop spécialiste ». Chacun le dit selon son point de vue par rapport au marché du travail aujourd'hui.
Il me manque des qualifications, j'entends aussi, ou j'entends le marché du travail est bouché, ou je suis trop vieille, j'intéresserai personne. Enfin bref, j'entends toutes ces croyances. Je sais pas quelles sont les tiennes. Est-ce que tu en as sur toi, ton parcours, ton profil? Est-ce que tu en as sur le marché du travail? Mais peut-être aussi t'en entends autour de toi. Hein. Les gens, tes proches réagissent probablement à ton licenciement et vont dire « Ouh là là, ça va être compliqué, il y a tel obstacle, telle difficulté, mais avec ton parcours, etc. » Attention, que ces croyances, qu'elles soient fausses ou même si elles sont correctes, elles te desservent. C'est toutes des croyances négatives et pessimistes. Inutile de les ressasser. Défais-toi de ces injonctions-là et adopte plutôt des croyances qui te seront utiles, des croyances qui sont inspirantes, des croyances qui te font du bien, des croyances où tu te dis que tu vas y arriver, où tu te dis que tu as un profil à valoriser, où tu te dis que tu as plein de choses à proposer et à offrir, etc. 5e petit pas. Évaluer concrètement ta situation financière. On rentre dans du concret. Ce qui pèse probablement lourdement sur tes épaules là maintenant, c'est la question de tes ressources financières alors que tu es sans emploi ou bientôt sans emploi. Je rencontre beaucoup d'humanitaires qui sont anxieux à l'idée de ne pas travailler et de perdre cette sécurité financière. Pourtant, c'est normal d'avoir cette anxiété. Mais souvent, ce sont ces mêmes personnes qui n'ont pas pris le temps de faire les calculs. Donc je te l'accorde, c'est pas la partie la plus fun du processus, mais c'est pourtant essentiel d'avoir fait une évaluation correcte de ta réalité financière aujourd'hui. Donc faire les comptes, calculer quelles sont tes économies et bien sûr aussi faire le point sur tes soutiens financiers. Est-ce que tu as reçu une compensation de licenciement? Comment vas-tu l'utiliser? Est-ce que tu as droit à un accompagnement de coaching ou une formation ou les deux? Est-ce que c'est payé? Est-ce que tu peux bénéficier de la caisse de chômage? Quelle est vraiment ta situation financière à tous les niveaux? Savoir où tu en es financièrement, c'est une source d'information essentielle. Le 6e pas, c'est de te recentrer cette fois sur tes besoins et tes envies. Quand tu travailles dans l'humanitaire, c'est courant de mettre les besoins des autres avant les tiens. Donc là, tout de suite, aujourd'hui, c'est l'opportunité rêvée de faire l'inverse et de te poser les bonnes questions sur quels sont tes envies et tes besoins. Que ce soit tes besoins professionnels, tes besoins personnels, tes besoins financiers, tes besoins au niveau social, amicaux, familiaux, physiques, au niveau de tes loisirs, au niveau de ton développement personnel, au niveau de ton développement professionnel. Qu'est-ce que tu ne veux plus et qu'est-ce que tu veux privilégier aujourd'hui dans ta vie? De quoi as-tu besoin pour combler tes besoins? Et aussi, dans le même ordre d'idée, tes envies. Qu'est-ce qui fait chanter ton cœur? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te met dans le flow? Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Qu'est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir au quotidien? Tu peux aussi te demander quelles sont tes valeurs, ça veut dire quelles sont tes priorités, qu'est-ce qui est important aujourd'hui à tes yeux et en ce moment. Passons au 7e petit pas, ou grand pas, ce qui est celui de déceler et valoriser ce que tu as à offrir. Je vois trop souvent des humanitaires qui commencent leur réflexion en se demandant quels sont les postes disponibles ou les profils recherchés sur le marché du travail. C'est prendre le problème à l'envers. Il est essentiel de déceler d'abord ce que toi tu as à offrir et de là valoriser ton profil selon le marché du travail, selon ce que le marché du travail recherche. Tant que tu n'as pas fait le point sur ce que toi tu as à offrir, tu garderas une idée biaisée de ton parcours et de tes compétences et très malheureusement, souvent, c'est une image qui est à ton détriment. Tu minimises ton parcours, tu minimises ton profil, tu minimises ce que tu as à offrir. Donc c'est nécessaire que tu ailles collecter toutes ces petites et grandes pépites que tu as en toi en revisitant finalement quelles sont tes expériences, quels sont tes succès, quelles sont les leçons que tu as tirées de tes échecs, quelles sont tes compétences académiques, professionnelles et aussi personnelles, tous ces soft skills que tu as développés dans l'humanitaire en particulier. On développe énormément de soft skills. Quelles sont tes forces, quelles sont tes qualités, qu'est-ce qui te rend unique? Ça, c'est un pas important. Comprendre ce que tu as à offrir. Comment tu peux le valoriser du coup. Et de là, en fait, avec ces 7 premiers pas, on arrive au 8e pas. Tu es prête pour ce 8e pas qui est celui de clarifier ce que tu veux vraiment. C'est maintenant que tu peux te poser les bonnes questions. C'est maintenant que tu peux t'autoriser à explorer toutes les pistes possibles sur ce que tu veux vraiment.
Te demander quel est ton futur idéal. À quoi ressemble ta vie idéale? À quoi ressemble ton job idéal? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas demain, pas dans 6 mois, mais dans, par exemple, 5 ans. Quelle est ta vie idéale dans 5 ans? Sans limitation. Et te concentre pas uniquement sur le professionnel, justement. Profites-en pour inclure aussi tous les domaines de ta vie, que ce soit le personnel, l'amical, le familial, l'environnement physique, les loisirs, le financier. Tout ce qui te semble absolument essentiel pour une vie épanouie, pour une vie réussie. Ta vision idéale, elle est à 5 ans, hein, comme je t'ai proposé. Donc, pas besoin de l'atteindre demain, ni dans les semaines à venir. Donc, tu as le temps de mettre en place ce qu'il te faut pour atteindre cette vision-là. Voilà, donc je te propose là de te fixer des objectifs qui soient clairs, qui soient concrets, qui soient optimistes, positifs et aussi inspirants. Ce qui nous amène au 9e pas, qui est une fois que tu as cette vision claire de ce que tu veux vraiment, tu es prête pour définir un plan d'action et une stratégie pour rebondir professionnellement. Donc tu sais maintenant ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à offrir et de là c'est parti, tu peux rédiger ce plan d'action et ta stratégie pour planifier ta transition. Peut-être que tu vas tout de suite commencer à rechercher le type de poste que tu as vu dans ta vision idéale ou peut-être que tu envisages une étape intermédiaire, un poste tremplin, une formation, une étape, une autre étape. Dans ton plan d'action, probablement que tu incluras de communiquer clairement sur ce que tu recherches, sur ce que tu as à offrir, d'actualiser ton CV, d'actualiser ton profil LinkedIn. C'est aussi important d'envisager dans cette stratégie des plans de contingence, un plan B, un plan C, d'imaginer quels pourraient être les obstacles et les difficultés et d'imaginer comment tu pourrais les contourner ou les dépasser. C'est toujours mieux d'y être préparé sans avoir des plans trop pessimistes, mais juste te dire si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça, etc. Une stratégie, de toute façon, elle est faite pour être changée après au fur et à mesure du temps, quand les choses se passent, et selon comment elles se passent. Et pour finir, pense aussi bien à identifier quel est le soutien dont tu auras besoin. Elle est faite pour ça aussi, la stratégie, d'intégrer là-dedans le soutien, que ce soit une copine dans les RH qui peut relire ton CV, que ce soit un collègue dans une organisation où tu rêverais de travailler qui peut t'aiguiller, te donner des conseils sur comment y entrer, que ce soit un coach pour t'aider à clarifier quel sera ton prochain chapitre professionnel, ou que ce soit un ancien humanitaire, par exemple, qui est reconverti et qui pourrait te mentorer, te donner des conseils basés sur sa propre expérience de changer de secteur, par exemple. Donc, identifie bien aussi tes besoins en termes de soutien. Donc voilà, tu as fait ton plan, ta stratégie et tu arrives au dernier pas qui est le 10e, qui est celui d'activer et cultiver un réseau professionnel et personnel. Ouh là là, je vois déjà ta réaction, ce fameux réseau. Vous êtes nombreuses à trembler rien qu'à l'évocation de ce mot networking, faire du networking. Et pourtant, après avoir cheminé ces 10 pas, après avoir fait ces 10 pas, tu es prête pour activer et cultiver ton réseau. Et la clé ici, c'est pas de te positionner en tant que personne qui demande quelque chose, mais c'est de simplement aborder ton réseau comme un réseau de collègues, de professionnels, de personnes qui seront ravis de te rencontrer, d'échanger avec toi, de bénéficier aussi de tes réflexions et de tes partages. Et finalement, tu verras très très souvent, tu te rendras compte que c'est toi qui leur rends service. Tu leur rends service, que ce soit en les écoutant, que ce soit en s'intéressant à eux, que ce soit en partageant tes réflexions, que ce soit en les mettant eux en contact avec quelqu'un qui pourrait être utile pour eux, ou en leur permettant de t'aider, en leur permettant de te mettre en contact avec quelqu'un qui a justement besoin d'un profil comme le tien. Et non seulement elles t'aideront, mais elles aideront cette autre personne. Donc elles seront ravies de faire cet exercice-là. C'est pas nécessaire de diaboliser le networking. Vois-le comme une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger, d'être en contact avec des personnes qui ont soit les mêmes envies, soit... Enfin bref, c'est vraiment quelque chose à ne plus diaboliser. Voilà. En effectuant ces 10 pas, tu t'es mise en action. De façon intentionnelle, sans précipitation, tu as maintenant tous les outils en main grâce à ces 10 pas pour décrocher le boulot, le travail qui te fait envie, qui te convient. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as à offrir, tu sais comment le communiquer et tu sais comment l'atteindre, comment y arriver. Et en chemin, tout naturellement,
tu as effectué ta transition intérieure, tu as traversé les 3 phases dont je parlais au tout début d'acceptation de ce changement, tu as clos un chapitre, tu as traversé cette phase de flou, tu as clarifié ce que tu voulais et maintenant tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel et probablement aussi, vu que tout est imbriqué, un nouveau chapitre de vie. Donc voilà, c'est le cheminement que je propose à tous les humanitaires que j'accompagne dans leur transition. Je sais que ça fonctionne, J'ai d'ailleurs créé un programme qui est dédié, que tu peux consulter sur mon site. Je peux te mettre le lien en commentaire. Si tu veux tout de suite en discuter, contacte-moi, ce sera avec grand plaisir. Tu peux bénéficier d'une séance découverte qui est sans engagement, qui est offerte, où ça te permet de me présenter ta situation. Moi, je t'explique comment je fonctionne, mes programmes, et on voit ensemble, on évalue ensemble si mes accompagnements sont adaptés à ta situation, si c'est ce dont tu aurais besoin ou pas. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ces 10 pas, que ce cheminement, ce processus t'aura permis d'avoir quelques prises de conscience, de comprendre certains aspects et de t'apporter de l'énergie positive. Et voilà, donc je te souhaite une excellente continuation. Hésite surtout pas à me contacter, même pour juste commenter ça, pour simplement échanger sur tout ça. Et je te souhaite une très bonne continuation face à cette situation. Je suis persuadée et confiante que tu rebondiras très bien après ce licenciement. Voilà, je te souhaite une excellente suite. À très vite. Ciao, ciao.